Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue du coup pour ces universités de la gauche républicaine. Merci déjà de votre présence. Et une fois n'est pas coutume, le pôle jeunesse et la jeunesse a l'honneur d'ouvrir le bal de ces conférences sur un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est quelles sont les pratiques militantes. Est-ce qu'elles évoluent? La réponse est bien évidemment oui, et il faut savoir justement dans quel sens elles évoluent. Quels sont les outils qui sont utilisés par cette jeunesse qui commence à militer, et qu'est-ce que en fait la jeunesse qui milite? Est-ce qu'elle milite toujours dans les partis politiques, dans les syndicats? Est-ce qu'elle s'engage un peu plus plutôt dans des actions sporadiques, les manifestations, les collages? Bref, on est là pour discuter de tout ça ce soir et de s'intéresser à cette jeunesse militante qui essaie de se mobiliser et d'étudier un paradoxe relativement vieux, c'est-à-dire le fantasme selon lequel la jeunesse ne s'engage plus en politique, ne milite plus, et en même temps, à côté, on en attend beaucoup de cette jeunesse. Et j'ai envie d'en discuter du coup ce soir avec d'un côté Zoé Humbert qui représente le PC, avec Farah Arish qui nous vient du printemps marseillais, et avec Tristan Péguillon qui nous vient des jeunes générations. Et j'ai envie de commencer par une question un peu, on va dire, un peu provocatrice. On sort d'une période où les Gilets jaunes ont occupé énormément de place sur la scène publique. Et les leaders de ce mouvement, on pense à quelqu'un comme Lidowski, Maxime Nicole, étaient des personnes qui avaient moins de 35 ans. Tous les leaders, sans exception. Et pour autant, ils n'ont jamais été présentés comme des personnes qui faisaient partie de cette jeunesse qui s'engageait, qui militait. C'était des militants d'une cause qui est plutôt traditionnelle, la lutte des classes, comment justement on fait réapparaître des combats relativement anciens sur la scène publique, mais jamais présentés comme la jeunesse en action. A l'inverse, on a de nouveaux combats qui arrivent, notamment le combat climatique, où on a une jeunesse qui est carrément identifiée à la génération climat et qui donc milite sur des formes plus sporadiques. Et en fait, on a vraiment un paradoxe entre une jeunesse d'un côté qui milite pour des luttes sociales, mais qui n'est pas identifiée comme étant jeune, et une autre jeunesse qui, elle, semble avoir capté le mot jeunesse et qui milite pour des causes plus sociétales ou pour le climat. Et la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que justement on peut essayer de casser cette séparation qui existe entre ces deux jeunesses? Et est-ce que finalement on peut parler d'une jeunesse comme un sujet politique? Oui ou non? Est-ce que je peux passer le micro à Tristan pour commencer? Merci Hugo pour l'invitation, merci aux camarades de la GRS, ça fait plaisir d'être à Marseille avec vous ce week-end. Pour commencer, oui, je crois que c'est important qu'on dise, les jeunes ils sont engagés, je dirais qu'ils sont plus engagés que jamais, ils sont engagés au quotidien. On parlait à l'instant des manifestations pour le climat, ces manifestations en fait qu'on retrouve tous les ans maintenant depuis près de 2 ans, qui ont réuni plusieurs centaines de milliers de manifestants en France, plus d'1 million en Allemagne, et c'est un mouvement qui est planétaire. On a quand même un mouvement qui est assez historique par rapport à ça, de mobilisation, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de ce pays. Donc voilà, les jeunes aujourd'hui s'engagent de manière multiple, de manière directe, concrète, mais surtout périodique et assez volatile. Il y a aujourd'hui ce vrai besoin pour toute une partie de la jeunesse, je dirais effectivement, on a parlé de la génération climat, qui ne va pas se retrouver dans un engagement comme on peut le porter avec Hugo, avec Zoé. Enfin voilà, on est engagé dans des partis politiques aujourd'hui. Les organisations de jeunesse traditionnelles, elles n'existent pratiquement plus. L'UNEF aujourd'hui, c'est clairement plus ce que c'était. Le MJS n'existe plus. Les jeunesses communistes, c'est plus ce que c'était. Et au final, on se retrouve dans un paysage où politiquement, on est très peu de jeunes engagés dans les partis. Alors qu'on n'a jamais eu autant de jeunes qui faisaient de la politique. Ça nous questionne beaucoup. Je crois que d'une part, voilà, il y a deux sujets. C'est que voilà, la jeunesse qui s'engage, elle ne s'engage pas que dans les manifestations climat. Tu as parlé des gilets jaunes, mais on peut aussi parler du premier confinement où des collectifs citoyens se sont montés. Et on l'a vu notamment en banlieue avec énormément de jeunes. Moi, j'ai vu en région parisienne beaucoup. Je pense à Argenteuil, je pense à la Seine-Saint-Denis, je pense au 92 de manière générale. On a eu beaucoup de jeunes qui se sont engagés, qui ont créé leurs associations. Moi, j'ai des jeunes ici à Marseille qui ont créé leur propre association, l'association Conscience. Je ne sais pas si ça te parle. C'est avec Amine Kessassi et d'autres jeunes qui se bougent sur énormément de questions de manière directe et qui ont besoin de voir tout de suite l'effet de leur engagement
Et ça va passer par des choses comme faire son savon soi-même. Oui, d'accord, il n'y a pas forcément un débouché qui peut paraître hyper politique, mais c'est un débouché qui est concret et qui part aussi finalement d'un ressenti politique de l'inaction des partis. Donc ça questionne beaucoup. Et par ailleurs, je crois que ça en dit aussi long sur le fait qu'on a de notre côté des organisations qui sont aussi assez embourgeoisées politiquement. Dans le temps, on avait des organisations de masse, je parlais tout à l'heure des organisations de jeunesse, mais il fut un temps, il y avait 600, 700, 800 000 militants politiques dans ce pays. Aujourd'hui, si on est 60 000 militants politiques de gauche, c'est déjà pas mal. C'est quelque chose qui doit nous interroger assez globalement, avec par ailleurs beaucoup de cadres qui ne sont pas finalement issus des classes populaires. Moi, je le vois au quotidien dans ma propre organisation. Forcément, un étudiant qui travaille à côté de ses études, qui fait des études très rigoureuses, et quand il se demande ne serait-ce que qu'il va pouvoir manger le soir, il n'a pas le temps de penser à son engagement politique. Voilà, donc forcément, on a un gros sujet pour nous, c'est de donner un débouché politique à tous ces gens. On ne sait plus forcément le faire. On a du mal à le faire. Je crois que c'est quelque chose qui nous questionne aujourd'hui au quotidien. Et donc évidemment, voilà, les vecteurs qui vont dissocier ces jeunesses engagées, je crois qu'ils sont profondément sociaux. Tu parlais des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui était très marqué socialement par rapport à ça. L'immobilisation au moment justement du premier confinement, c'était pareil, c'était très marqué socialement. Les jeunes qui sont mobilisés à ce moment-là, c'était les jeunes justement de la galère, c'est ceux qui galèrent au quotidien. Et je crois que oui, aujourd'hui, on manque aujourd'hui d'organisations qui finalement reviennent un peu à la base de l'engagement politique, à savoir la formation et l'éducation populaire. Donc voilà, je crois que c'est aujourd'hui ce qui doit nous faire réfléchir le plus en tant que militants politiques. Merci beaucoup Hugo et merci, je suis très contente d'être là pour ce week-end. Je rejoins ce que tu dis Tristan et je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a en général aussi une invisibilisation de la parole des classes populaires dans la société et donc des jeunes de classes populaires également. On peut trouver un reflet aussi dans les modes d'expression culturelle. Par exemple, je pense à la musique qui peut être un beau reflet de ce paradoxe, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses qui s'engagent aujourd'hui, mais ceux et celles qui sont les plus visibles, ce sont ceux issus plutôt de classes sociales élevées, je pense à Angèle, à Pomme, etc. Alors que dans tout le mouvement rap, par exemple, on a aussi beaucoup d'expressions des luttes sociales et de paroles politiques, et donc je trouve que ce paradoxe un peu dans la musique, il reflète bien aussi ce qu'on retrouve dans la politique, dans l'invisibilisation de la parole de certaines classes sociales. Le tout, c'est aussi qu'il y a eu la perte d'espace de relais de la communication de cette parole des jeunes des classes populaires, donc avec notamment la disparition un peu des MJC, des MJC, la disparition de certains relais dans les quartiers populaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, les partis, ils sont confrontés au fait de recréer un peu ces espaces de relais. Donc ça peut passer par les facs, ça peut passer par les espaces des foyers de jeunes travailleurs, etc. Et donc recréer des partis, des lieux où en fait cette parole, elle est visibilisée, elle est entendue et elle est relayée aussi. Mais voilà, donc c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec les jeunes communistes par différentes initiatives qu'on aura l'occasion d'aborder, je pense. Alors, du coup, bonsoir à tous. Je suis très heureuse aussi d'être parmi vous. Je vous remercie la GRS de me recevoir ce soir. Alors, sur la question dont tu nous as fait part, je pense qu'on fait tous un premier constat, qui est celui que les jeunes, aujourd'hui, ont un attrait pour la politique. En y réfléchissant, je pense que cet attrait vient après une réflexion, quoi qu'il en soit. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a deux formes de réflexion. La réflexion qui va venir sur le sujet de la question politique, et la réflexion qui va venir suite à, comme une suite logique, je dirais, sur le fait que ça fasse partie de notre réflexion depuis tout petit, que ça fasse partie de notre éducation, d'avoir cette vision, d'avoir certaines connaissances politiques, d'avoir la démarche de la réflexion politique. Je pense qu'il y a cette réflexion-là. Et puis, il y a l'autre forme de réflexion. C'est-à-dire que
moi, ce que j'assimile à une réflexion de terrain et de situation, en fait. Et en fait, ça englobe les jeunes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément un héritage politique de par leur famille, ou qui n'ont pas forcément de connaissances basiques de la politique, de par les études, ou de par leur vie sociale et simplement leur système social, mais simplement, ils en arrivent à avoir cette réflexion politique parce qu'ils sont souvent dans l'urgence, parce qu'ils sont souvent dans une situation personnelle qui fait que il faut qu'ils trouvent des solutions à plusieurs problèmes. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que moi j'ai l'impression qu'ils trouvent des réponses dans la politique. Et ce qui n'était pas le cas forcément il y a quelques années. Donc tu parlais du coup de la désaffection politique de la part des jeunes. Et ce que je trouve de positif dans tout ça, c'est vraiment que cette jeunesse essaie de trouver des solutions à travers l'appareil politique. Voilà. Et je pense que c'est important de le souligner. Et du coup, alors, j'ai catégorisé les deux formes de réflexion. Mais en même temps, quand on y réfléchit et quand on y pense, l'une dépend automatiquement de l'autre. Alors on peut commencer par une forme de réflexion et ensuite aller sur la deuxième forme. Par exemple, on peut avoir une réflexion politique de par notre héritage, nos connaissances à travers notre éducation, et ensuite se pencher et mettre dans le réel, inscrire dans le réel et dans le concret ces connaissances à travers la réflexion de situation, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et à l'inverse, on peut aussi se rendre compte avec la réflexion de situation, faire un état des lieux, même personnel, dans un premier temps, du monde dans lequel on vit, de toutes les complications que l'on peut rencontrer, et aller vers les connaissances et acquérir un peu plus de connaissances sur le sujet de la politique pour pouvoir également s'engager de manière plus concrète et plus profonde, et dans la durée surtout. Voilà. C'est parfait, c'est une très bonne transition avec ma seconde question, qui est celle finalement des pratiques politiques. Je crois qu'on était à peu près tous d'accord pour dire que finalement on a des organes tels que les partis politiques qui se sont fermés au fur et à mesure du temps, qui ont des pratiques qui sont bourgeoises, entre guillemets, qui correspondent beaucoup plus à, on va dire, de l'intellectualisme, du militantisme tel que peuvent le considérer et le penser les CSP+, mais ces organes-là, ils ont totalement abandonné ce qu'on appelait avant d'un grand nom qui s'appelait l'éducation populaire, qui, d'un côté, il y avait les écoles de formation des partis, des syndicats et même les partis en soi, hein, qui étaient des lieux de rassemblement, finalement, de personnes avec des parcours très divers. On pense aux étudiants qui sont retrouvés dans des lieux de rassemblement, avec des cheminots à côté, avec des gens qui étaient des enseignants, et donc il y avait cette capacité des partis politiques à créer une forme de mixité sociale. Et cette mixité-là, elle se vivait au quotidien dans la façon dont chacun allait s'engager sur le terrain, localement, comment il arrivait à convaincre des gens et aller ramener, entre guillemets, vers ces partis politiques. Et finalement, avec ce changement des pratiques, on a ces partis qui ne sont plus en capacité de parler à de grandes couches de la population. Ce qu'on dit là de la jeunesse, je pense que c'est tout à fait valable finalement pour tout ce qui est les classes populaires de manière générale. Et peut-être que c'est l'un des débats qui existent actuellement entre les différentes, on va dire, organisations de jeunesse à gauche, c'est est-ce que la jeunesse est en soi un sujet politique ou non. Mais puisque ces lieux de rassemblement ne sont plus finalement des vecteurs essentiels, ça pose la question de quels sont les outils qu'on peut utiliser maintenant. Puisqu'on a une jeunesse qui s'engage politiquement, mais via Internet, Instagram, énormément de jeunes qui se politisent via YouTube, tout ce que finalement a été totalement impensé par les partis politiques. Mais ces outils-là, ils posent aussi question, c'est de la technique. Est-ce que ce sont des lieux de débat sains? Est-ce qu'on se politise dans ces lieux-là de la bonne manière? Et finalement, est-ce que la façon dont la jeunesse débarque
dans cette sphère politique, c'est une manière qui lui permet finalement d'arriver de manière apaisée vis-à-vis des autres couches de la population. Donc c'est un peu la question que j'ai envie de poser. Est-ce que ces nouveaux outils, type Internet, sont des vrais débouchés politiques, ou à l'inverse, on va dire un pis-aller en attendant que les partis se refassent une beauté et reparlent à nouveau aux classes populaires et à la jeunesse? Merci. Bah, déjà, tu as dit à l'instant que les pratiques des partis s'embourgeoisaient. Moi, je dirais qu'elles sont avant tout conservatrices, en fait, parce que c'est plus facile de faire comme on a toujours fait. Et il y a toujours une certaine forme de quête de la validation quand on est par rapport aux anciens militants, notamment les organisations de jeunesse, où on essaye d'avoir un peu l'aval de nos anciens responsables. Donc on fait comme ils nous ont dit, et finalement, on n'essaie pas forcément de faire dans la nouveauté. Donc c'est des méthodes qui sont assez conservatrices souvent. Et sur la question d'Internet aujourd'hui, en 2021, c'est clair que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, notamment au moment du premier confinement, quand on ne pouvait plus militer. L'espace que c'est Internet, d'ailleurs, avec certains partis qui ont beaucoup plus de retard que d'autres sur la question, parce que la France Insoumise, par exemple, à gauche, a été très impressionnante en 2017 sur le sujet, hein, vraiment en avance par rapport aux autres candidats. Moi, je pense par exemple au jeu où Jean-Luc Mélenchon devait taper des méchants capitalistes. C'était très drôle, ça a beaucoup fonctionné, ça a fait beaucoup de buzz à l'époque. Et ça a amené beaucoup de jeunes à venir voter à la fin pour la France Insoumise. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la France Insoumise, à l'époque, a réussi ça. C'est qu'il y a eu un véritable travail qui a été fait sur le sujet. Parce que oui, aujourd'hui, Internet, c'est un espace qui est extrêmement politique, avec de la politique partout. On peut questionner la pertinence de certains de ces cadres, mais c'est des espaces de politisation à chaque fois. Par exemple, on peut penser à Twitter, à la limite des 240 caractères. On se dit, c'est pas possible d'avoir un débat apaisé sur Twitter. Mais en fait, si ça existe. On le voit, en fait, c'est des endroits d'échange qui sont souvent conflictuels, mais on peut aussi avoir des vrais échanges. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont assez souvent des luttes assez communautaires, je dirais. Je pense au combat, par exemple, féministe, je pense au combat LGBTQIA+. Par exemple, le mouvement MeToo, il est né des réseaux sociaux. Les Gilets jaunes aussi sont nés des réseaux sociaux. Le seul mouvement, on va dire un des deux seuls mouvements sociaux qui ont vraiment mis en péril le quinquennat d'Emmanuel Macron, donc les Gilets jaunes, c'était Facebook. C'est des gens qui se sont contactés sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas eu besoin de nous en fait. Nous, on était hors sujet à l'époque et on a été incapable d'aller de comprendre ce qui se passait parce que on se posait beaucoup de questions. Et moi, je m'en souviens à l'époque, dans mon propre parti, quand on se posait des questions sur les Gilets jaunes, eux, ils faisaient autre chose, ils n'avaient pas besoin de nous attendre. Au final, ils étaient en avance sur nous. Donc voilà, pour moi, c'est un des grands sujets aujourd'hui. C'est un espace de politisation qui est évident. On a essayé de s'en emparer, nous, avec les jeunes générations. Pendant le premier confinement, on allait sur Discord, on allait sur TikTok, on allait sur Instagram. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes s'engager aux jeunes générations. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient un engagement qui était seulement sur les réseaux sociaux et à qui on a pu du coup apporter derrière en les rappelant, en fonctionnant comme effectivement une organisation d'éducation populaire. On a pu les amener vers un engagement plus large et les emmener sur le terrain, les emmener dans des cafés débats, dans des cafés de formation. Et en fait, moi je dirais que c'est aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, c'est une finalité politique en soi. On milite, on peut convaincre des gens sur les réseaux sociaux, mais pour un parti politique, ça ne peut pas être une finalité, c'est un moyen, ça va être considéré comme tel. Il va falloir le maîtriser et il va falloir. Je parlais de TikTok à l'instant. Moi, je ne sais pas utiliser TikTok et la plupart des gens ne savent pas le faire. Il faut qu'on apprenne aussi à faire confiance à nos gens qui maîtrisent ces codes-là. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance aussi entre nous pour apprendre à les utiliser et pour progresser parce que en face, ils savent le faire. Moi, je le garantis, allez voir Jean-Baptiste Djebari sur TikTok, c'est très drôle, c'est très fort et ça convainc plein de jeunes. Donc, il va falloir que nous, on apprenne à maîtriser ces codes-là parce qu'eux savent le faire. Ils ont les experts de la communication, ils ont le pognon pour apprendre à ça, pour apprendre tout ça. Donc, sinon, on n'apprend pas à le faire entre nous. Si on n'apprend pas à aller chercher aussi les jeunes qui savent le faire, on n'y arrivera jamais, quoi. Donc voilà. Oui, je pense que dans les organes jeunesse, on observe un peu vraiment ce double mouvement
des jeunes, de comment est-ce que le parti, comment les organisations de jeunesse vont faire entendre leur discours sur les réseaux sociaux et créer des plateformes de diffusion de la parole politique, mais aussi comment est-ce qu'on arrive à faire sortir les militants des réseaux sociaux, entre guillemets, donc les jeunes qui s'expriment sur Twitter, qui expriment une parole politique sur Instagram, sur les réseaux sociaux, à les faire sortir aussi dans la rue, à les faire sortir pour venir diffuser et aussi oui voilà, donc avoir des pratiques militantes un peu plus traditionnelles entre guillemets, donc c'est un double enjeu je trouve, et je trouve que les réseaux sociaux sont par contre un très bon moyen de faire de la politique aujourd'hui et sont un très bon outil pour les organisations de jeunesse. Enfin, il est vraiment essentiel de s'en emparer aujourd'hui, et en même temps c'est parfois reconnecté aussi avec des pratiques militantes plus traditionnelles. Je pense aux étudiants communistes. Récemment on a recréé le journal des étudiants communistes qui avait disparu depuis près de 70 ans, qui s'appelle Clarté, et les étudiants communistes pour les 100 ans de l'organisation ont recréé le journal Clarté donc en ligne sur Instagram et par un site web, et c'était très intéressant de voir comment est-ce que à la fois on reconnectait avec un aspect historique de notre organisation et comment en même temps le réinventer sur les réseaux sociaux en proposant des nouvelles formes, donc c'est-à-dire des vidéos, des podcasts, etc. et qu'en fait on arrive à créer beaucoup plus d'interactions par les réseaux sociaux. Donc je trouve que c'est hyper important de s'en emparer aujourd'hui, d'utiliser TikTok, d'utiliser la vidéo, parce qu'en même temps c'est mouvant, ça parle, c'est beaucoup plus clair que de lire des textes à rallonge ou des livres, parce que tout le monde n'a pas le temps ni les moyens de lire des livres de 200, 500 pages. Donc je trouve que vraiment cette diffusion par des nouveaux médias est extrêmement utile pour les partis de gauche, et il est essentiel qu'on s'en empare, et ça permet aussi de créer beaucoup plus de relations interpartisanes et interorganisations, je pense. On arrive à se rencontrer par les réseaux sociaux entre jeunes de gauche, et aussi à se mettre d'accord, à discuter, à débattre, et donc à créer des nouveaux espaces. Alors, évidemment, l'engagement politique évolue avec les modes de communication. De rester sur de l'affichage et du flyer à l'ère du Facebook et du TikTok et de Twitter, bon, c'est pas possible. Ça, c'est un fait. Après, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients à ça. À mon sens, le premier avantage, c'est que ça appuie sur le fait que c'est une démarche personnelle. Dans le sens où, quand on va s'engager politiquement, qu'on ne s'est jamais engagé, et qu'on se rend compte qu'il y a un collectif, qu'il y a un groupe de personnes qui font des choses sur le paysage politique, ben, on est dans une démarche personnelle. Et du moment où on est dans cette démarche personnelle d'aller dans ce groupe-là, d'en faire partie, et de se renseigner à la limite sur ce qu'ils font, ça nous fait aller plus loin. Parce que c'est quelque chose qui vraiment vient de nous. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important à garder en tête. Après, effectivement, on a toute la partie qui est la plus négative, et disons la moins positive, de ces outils-là. Alors, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit juste avant, et en fait, je voudrais vraiment me baser sur le fait que les outils Internet, c'est un outil qui va permettre à plusieurs personnes d'endroits différents, de types de personnes différentes d'échanger sur un sujet, mais ça n'est pas forcément un outil de cohésion. C'est-à-dire que, oui, ça fait rencontrer des gens, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont s'entendre grâce à cet outil-là. Et alors, j'ai été présentée au début en tant que militante pour le printemps marseillais. C'est un petit peu loin, c'est pour ça que... Voilà, mais à côté de ça, je suis impliquée dans un collectif qui a à peu près un peu plus d'1 an, qui est un collectif qui appelle la candidature à Christiane Taubira. Et c'est un collectif qui est né principalement sur les réseaux sociaux, très clairement. Et aujourd'hui, on en est à plus de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est des personnes qui sont de partout du territoire français, c'est-à-dire en métropole et également dans les DROMCA. Et on ne s'est jamais vu, mais pourtant on passe notre temps à échanger. Et effectivement,
C'est pas parce qu'on est sur les mêmes réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on est sur le même collectif qu'on est tous d'accord avec ce qu'on fait et avec ce qui se passe. Voilà. Et c'est là où je veux en venir, c'est que cette forme d'engagement à travers ces réseaux sociaux a ses limites. Parce que c'est beaucoup, du coup on parle des jeunes, mais c'est beaucoup des personnes qui sont dans la démarche qui est à la base personnelle, qui s'inscrit dans un groupe, mais qui n'ont pas forcément toutes les connaissances, ce qui est normal d'ailleurs, qui n'ont pas toutes les connaissances et toutes ils n'ont pas tous la faculté d'aller au bout de leur démarche. Parce que toute la partie purement politique qui doit intervenir à un moment est ou repoussée par le collectif, parce que crainte, parce que peur de récupération de divers partis politiques existants, parce qu'à la base c'est quand même des personnes qui refusent l'offre qu'on leur fait aujourd'hui, avec les diverses partis, les diverses candidatures. Et donc du coup il y a cette première partie où il y a beaucoup de crainte là-dessus, et puis à force d'avoir cette crainte, on a du mal à se structurer. Et du coup on a du mal à s'inscrire sur du long terme et sur de l'officiel. Et c'est ce qui fait que quelque part, les collectifs et les mouvements s'essoufflent. Et du coup, je pense que c'est vraiment le dilemme qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir mutualiser toutes les forces qui émanent de cette nouvelle façon de s'engager dans la politique et de l'inscrire dans le temps et de la rendre plus concrète et plus officielle en fait. Merci beaucoup. Je passe donc à la troisième question qui est celle justement du rôle des partis politiques. Et je vais essayer d'inverser un petit peu la logique de pensée. Est-ce qu'on a raison de se poser tout de suite les questions des pratiques politiques, ou est-ce qu'à l'inverse, on ne devrait pas se poser la question aussi du programme, et finalement de la désaffection du politique de manière générale, par l'incapacité de la représentation politique d'incarner une vraie rupture en réalité avec le système actuel et le monde tel qu'il va. Est-ce que finalement c'est pas la déception du quinquennat Hollande qui nous conduit, nous jeunes, à hésiter quand on s'engage en politique, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, tout type de militants politiques, je pense, a eu un espèce de dilemme moral où il se demandait est-ce que ça vaut toujours la peine de militer? Est-ce que c'est toujours quelque chose d'intéressant? Parce que le militantisme est certainement une expérience très épanouissante, mais c'est aussi parfois du sacrifice de soi. Et c'est peut-être aussi là où la jeunesse a son mot à dire, c'est notre génération en tout cas, elle arrive dans un monde politique qui est fait de déception. Là où on attendait des réponses très précises, parfois très pragmatiques, loin aussi des appareils idéologiques. Et je pense que cette génération climat, elle incarne aussi ça. Le fait que la représentation politique, elle a été en incapacité d'apporter ces réponses, donc maintenant on les cherche dans d'autres milieux, ailleurs. D'où des sondages qui commencent à apparaître en ce moment et qui sont relativement effrayants, et qui disent que plus d'un jeune sur deux considère que la violence est désormais un moyen politique à utiliser. Je pense qu'on arrive au bout d'une logique. Peut-être c'est ce moment-là où les partis doivent se recentrer sur leur programme et commencer à se dire mince, il y a une rupture avec le monde établi qui est demandée, mais nous on n'arrive pas à la saisir. On n'arrive pas à mettre les mots nécessaires dessus, et on ne fait pas caisse de résonance en fait avec le reste de la société. Donc on inverse. Est-ce que finalement c'est pas l'incapacité des partis politiques et des syndicats à incarner cette rupture programmatique notamment qui fait que les jeunes ont délaissé ce terrain de la représentation politique pour se retrouver en manifestation et dans des moyens et des pratiques politiques totalement différentes? Du coup, je crois que la réponse est un peu dans la question. Je suis assez d'accord là-dessus. Aujourd'hui, sinon, on peut s'engager politiquement. C'est parce que l'engagement, il est vecteur avant tout d'espoir. Mais il est né aussi d'une colère, d'un besoin de changer les choses, de changer la vie des gens. Parce que très profondément, c'est pour ça qu'on s'engage. C'est pour lutter contre des inégalités qu'on a pu vivre, qu'on a pu voir, qu'on s'engage. Mais c'est aussi l'espoir, c'est parce qu'on croit qu'on peut y arriver. On veut y croire et c'est pour ça que on se lève le matin pour aller tracter sur une gare à 6h du matin alors que
on serait bien resté au lit 2 heures de plus. Mais bon, bah, c'est la vie, on le fait parce qu'on y croit. Et bah, malheureusement, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, enfin j'en parlais tout à l'heure, on n'a plus de parti de masse aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un essoufflement politique, je dirais, depuis les années 90, depuis d'une part, enfin cette espèce de ce qu'on a appelé à l'époque la fin de l'histoire, où on a considéré que le capitalisme avait gagné d'une part. Je ne voulais pas dire que l'espoir ultime c'était l'URSS, mais au-delà de ça, il y avait l'espoir. On arrive à la fin d'un cycle où le capitalisme états-unien prend finalement un peu la primauté sur le reste, que le double septennat de François Mitterrand n'a pas aboli le capitalisme non plus en France. Et sur le moment, il y a une grande crise politique. Enfin voilà, bon, depuis on a eu plusieurs alternances. Et effectivement, aujourd'hui, on est face à un échec politique, pour moi, qui est celui de ce qui a poussé des générations de militants à s'engager par le passé. C'est c'est deux idéologies, le socialisme ou plutôt la social-démocratie et d'autre part le communisme, qui aujourd'hui qui sont un peu à bout de souffle, qui cherchent aujourd'hui à renouveler leurs idées, qui se posent des questions. Nous aussi on s'en pose. Personnellement, je me suis engagé sur la campagne de 2017 de Benoît Hamon. Aujourd'hui, je commence à croire que la génération climat, on est pour moi une démonstration. L'espoir aujourd'hui va être ailleurs. Il va être si les partis veulent aujourd'hui incarner cet espoir, il va falloir qu'ils aillent sur le terrain de l'écologie politique, de la rupture avec le productivisme, avec effectivement ce modèle libéral capitaliste qui détruit la planète, qui détruit des vies, qui détruit des gens, qui finalement nous donne assez peu d'espoir en l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui c'est un enjeu politique qui est majeur. On doit nous c'est le choix qu'on fait avec Génération et Jeunes Générations, s'inscrire dans cette dynamique-là. Moi je ne vois pas de futur désirable ailleurs. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse créer un espoir dans la politique si si on n'intègre pas ce discours-là avant tout. Parce que je crois que les méthodes d'action, c'est pas le fond du problème, le fond du problème il est avant tout politique, et si on règle pas le problème politique, les gens ils s'engageront peut-être un peu plus, mais ça sera toujours minime, et ils continueront en fait d'agir à leur manière, peut-être sans remettre en cause le capitalisme. D'ailleurs ils le font avec des collectifs comme Extinction Rébellion, mais ils vont faire leur savon, ils vont faire ils vont faire du vélo. Et c'est pour eux c'est leur moyen d'action concret au quotidien, parce qu'ils ne croient pas en nous aujourd'hui. Et si aujourd'hui on n'y croit pas nous, sinon on n'adapte pas, on ne prend pas ça, ça sert à rien en fait d'aller sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi. Faut que ça soit dit, et en 2022 c'est un des enjeux majeurs, quoi. On va peut-être accélérer sur cette question. Je suis désolé pour l'histoire, on ait le temps de terminer et peut-être d'avoir 2-3 questions de la salle également. Non, mais je te rejoins Tristan de toute façon sur ce que tu as dit. Je pense que pour le féminisme, c'est pareil. Le rôle des partis, c'est aussi et des organisations de jeunesse, c'est aussi un moment de transformer des convictions qui sont des observations concrètes du quotidien, des inégalités, de cas de discrimination, de harcèlement, etc., en une vision un peu plus globale et structuraliste, en fait. C'est pas juste un harcèlement de rue, c'est un système patriarcal qui dépend aussi d'un système économique et social qui a nourri ce patriarcat. Et c'est là la transition un peu vers une idéologie plus globale. Ça c'est le rôle des partis, et il faut qu'on le fasse à un moment donné, amener cette formation politique et amener ce fond politique, parce que là on a un terreau qui est énorme, et si on y arrive, ça peut vraiment créer des belles choses. Et je pense aussi, secondement, c'est qu'il faut faire sortir un peu l'engagement politique ou le militantisme politique de la logique électoraliste. En tout cas, moi, je suis vraiment, je suis pour ça, c'est-à-dire, on s'engage pas que pour faire des campagnes électorales, on s'engage au quotidien. La politique, on peut la faire en dehors du système, électoral, même si c'est très important de faire des campagnes politiques, etc. Mais le militantisme, il existe ailleurs, il existe au quotidien, dans son quartier, en organisant des distributions alimentaires, en organisant des concerts, des soirées, en parlant avec les gens. Et donc, pour moi, ça, c'est important aussi que les partis fassent ce travail. On revient toujours sur l'éducation populaire, de toute façon, mais de faire sortir un peu le militantisme de la logique de campagne, de la logique de rush, de sprint, ce qui épuise aussi les militants, parce que c'est fatigant de faire une campagne, et qui puissent s'inscrire aussi sur le long terme, et convaincre les jeunes sur le long terme. La désaffection ne date pas d'aujourd'hui, on le sait tous.
soit la sensibilité, quel que soit le parti, en tout cas la jeunesse rejette, on le voit, en masse, tout ce qui est proposé aujourd'hui et part sur leur propre démarche. Ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se dessine est quelque chose de très important. C'est très important pourquoi? Parce qu'on a des jeunes qui, beaucoup, n'ont jamais voté ou ne veulent pas voter, qui s'engagent à travers des choses qui existent, des collectifs qui leur parlent, qui les atteignent, dans lesquels ils se retrouvent. Et je pense que l'enjeu politique, quel que soit le parti ou la sensibilité, c'est de ne pas rater ce coche. Voilà. La jeunesse aujourd'hui se réveille. Sur la politique, elle se réveille. Elle se réveille grâce, je pense, beaucoup aux réseaux sociaux. Et je pense que c'est vraiment un coche qu'il ne faut pas rater. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on l'entend, en fait. Et je pense que les partis politiques doivent vraiment avoir une réflexion qui est de comment est-ce qu'on mute, comment est-ce que nous-mêmes, en tant que parti, on mute, et qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ça. Parce que c'est une urgence, et c'est une demande qui est faite dans la masse, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et donc on arrive à la conclusion de ce débat et je pense la question principale, comment on crée des passerelles finalement entre ces différentes pratiques politiques et entre les différents outils politiques, puisqu'on a justement cette jeunesse qui s'engage, mais pas nécessairement dans les partis. Peut-être que ça va être un moment aussi, avant que je passe la parole à nos intervenants, de faire un petit peu la promotion de ce que nous faisons de notre côté également. On a un pôle jeunesse qui s'est formé et qui a énormément travaillé justement sur ces questions de comment on milite maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire de s'engager politiquement? On est très au fait de la sociologie militante et de l'idée que maintenant, les jeunes qui s'engagent politiquement sont souvent des jeunes qui sont à la fac, qui font des études, qui sont en CSP+, et il y a l'idée justement de comment on arrive à transformer ces pratiques. On a réfléchi, on a créé un média qui s'appelle Le Temps des Ruptures, où on s'est dit qu'on allait justement s'emparer des questions programmatiques et idéologiques. Mais on s'est dit, directement, il y avait des écueils. On travaille sur le programme, mais à côté de ça, l'idée n'est pas de tomber dans une nouvelle bourgeoisie intellectuelle qui est là pour écrire des articles et qui, à côté, ne milite pas sur le terrain, est incapable de faire du porte-à-porte, d'aller tracter, de faire de l'éducation populaire, de faire des distributions alimentaires, et que justement ces questions des passerelles entre les différents outils est vraiment essentielle. Et donc on a forgé, alors par énormément de ressources et d'archivisme, une notion qu'on a appelée le parcours militant, et on s'est dit que les personnes qui justement commençaient à s'engager dans ce média, et pour le coup il y a une très belle réussite, on a désormais une trentaine de rédacteurs qui travaillent énormément sur ce média-là. On n'a pas envie qu'ils se concentrent uniquement sur l'écriture d'articles, donc on leur dit « Ok, engagez-vous, il n'y a aucun problème ». Mais à côté, on va vous mettre en lien avec des personnes qui sont sur le territoire et qui militent, qui font de la distribution alimentaire, qui font du militantisme politique, qui font de l'aide aux devoirs. Et en fait, il y a ce besoin de connexion, de mise en réseau, parce qu'on est dans un monde où le militantisme est un militantisme post-it. On a un monde qui est fait de flux, qui est plus solide, et on a besoin justement, nous aussi, quand on s'engage politiquement, de retrouver des cadres qui soient solides, qui soient stricts, et qui nous permettent justement de souffler un moment, de nous apporter de la formation politique, tout ce que finalement le militantisme aussi des réseaux sociaux est actuellement incapable de mettre en œuvre. Donc voilà, ma question sera la suivante: comment crée-t-on des passerelles, et comment crée-t-on des réseaux entre ces différentes pratiques militantes et entre ces différentes organisations? C'est très juste. Je trouve qu'en France, on a quand même une culture politique qui est très particulière. On en parlait un peu ce matin, mais en France, la politique, c'est quelque chose d'un peu sale. C'est-à-dire que les gens, on dit oui, moi je suis militant politique, on le regarde toujours un peu bizarrement. Pourquoi, comment t'en es arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Non, mais ça c'est vrai, et moi je l'ai vu dans ma vie, dans ma famille, et c'est quelque chose qui est assez vrai. Et on
on a aussi en France un taux d'engagement politique et de syndicalisation qui est extrêmement faible, qui est parmi les plus faibles en Europe, et je crois que ça en dit long. C'est parce que peut-être qu'aujourd'hui, on doit aujourd'hui penser à reconstruire une nouvelle forme d'organisation, enfin une espèce de super fédération qui pourrait aller s'inspirer de ce qu'on a construit, enfin de ce qui a été construit ailleurs dans l'histoire en Europe. Je pense au Parti travailliste, je pense au Parti social-démocrate allemand, je pense au Parti espagnol, où oui, en fait, la politique, elle est quotidienne, elle est partout, elle est liée aux syndicats, elle est liée à la vie associative, et elle est partout, en fait. Tous les sujets sont politiques, et c'est pas sale de le dire. Moi, je crois que demain, on doit avoir effectivement une organisation qui est capable, d'organiser dans le temps. Ça se faisait beaucoup, ça se fait moins maintenant, mais moi je pense au Parti communiste qui distribue le muguet le 1er mai. Enfin, c'est bête, mais il y a aussi quelque chose qui est transmis par rapport à ça qui est important. On doit aujourd'hui avoir des organisations qui sont multiples, qui ont des engagements qui vont dans tous les sens. Aujourd'hui, ça va être difficile parce qu'on est plus très nombreux, donc il va falloir qu'on pense un jour à construire quelque chose tous ensemble, qu'on se regroupe, qui n'ait pas vocation à être uniquement un parti. Je pense qu'on doit réfléchir à une espèce de fédération des gens qui veulent la rupture, voilà, qui veulent le temps des ruptures, qui veulent un futur désirable, qui veulent construire tout ça tous ensemble. Va falloir englober toutes ces forces, et il va falloir que nous on se pose des questions avec nos petits partis, parce que je vois là-dedans, Génération aujourd'hui, j'estime qu'on n'a plus de gros partis de masse aujourd'hui. Il va falloir qu'on commence à travailler ensemble avec tous ceux qui ont envie de bouger les choses, et ça va d'Extinction Rébellion aux organisations syndicales, en passant par les partis politiques pour moi, et ça passe aussi par une forme d'humilité, devoir remettre un peu en question des trucs qui peuvent exister dans notre modèle politique. Ouais, je suis d'accord, c'était le 1er mai, je pense que au Parti communiste, c'est pas pour me la péter, mais on est assez fort pour faire ça quand même. On est très mauvais électoralement, mais on est bon pour aller voir les gens et discuter. Je pense que la fête de l'UMA, c'est un bon exemple. Le Muguet, c'est un bon exemple. En termes de formation politique, c'est vrai que dans les jeunes communistes et au PCF, il y a une très bonne formation politique aussi, parce que quand on adhère, on est directement amené à faire des formations, à aborder tous les sujets, autant des formations pratiques de militantisme, de comment on distribue un tract, comment on fait une comptabilité dans une section, etc., que des formations théoriques sur le marxisme, et j'en passe. Et du coup, c'est vrai que je pense que là-dessus, on a une bonne structuration, et que c'est assez intéressant de voir, de passer par ce parti pour ça. Enfin, pour moi, ça l'a été en tout cas. Oui, donc après, je pense qu'il y a plein de choses à développer différentes. Je pense que la culture est aussi un très bon outil pour faire ça. Le cinéma, la musique, utiliser tous ces moyens pour parler à la jeunesse et à tout le monde, en fait, en général. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose de plus à rajouter, mais très heureux d'échanger avec vous là-dessus aussi. Alors du coup, sur le comment on peut faire, quelle question. Je vais donner ma vision qui est assez large sur le sujet. On a clairement identifié des groupes de personnes qui viennent d'horizons différents. Chaque groupe de personnes a ses codes, de fait. Nous avons tous nos codes. Ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on apprend. Et je pense que l'une des clés qui peut être intéressante pour regrouper toute cette force, en fait, tout cet engagement, quel que soit le groupe des personnes, et les personnes identifiées qui s'inscrivent dans le paysage politique aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, je pense que l'une des clés serait de réfléchir à comment créer des codes communs, comment avoir une trame commune, une trame qui parle à tout le monde. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que j'essaie de le faire non plus, je dis simplement que c'est important d'avoir, au-delà de la vision, parce que la vision, bon, on l'a, quand on est à gauche, grosso modo, on a la même, quand on est à droite, pareil, et idem pour les extrêmes. Bon. Mais l'idée, c'est vraiment, au-delà des principes et des idées, d'avoir des codes communs, de pouvoir accéder aux mêmes informations, de pouvoir accéder à la même forme de prise de parole.
quel que soit le groupe duquel on vient. Et j'insiste vraiment sur l'ensemble des mouvements qui se font aujourd'hui, qui sont à l'initiative des jeunes, parce qu'eux-mêmes n'ont pas les mêmes codes. Et ils ont encore moins ceux des partis politiques, et sans parler de la sphère élitiste des différents partis. Mais l'idée, c'est d'essayer de créer les mêmes codes, en fait, simplement, pour qu'il y ait plus d'échanges, plus de communication et plus de facilité à définir les buts qui peuvent nous rassembler. Voilà. Merci beaucoup aux trois intervenants et je vais prendre 2-3 questions très rapidement dans la salle si jamais on en a. Daniel Leclerc du Var. Alors vous avez abordé le côté féminisme, je l'associe aussi au mouvement MeToo. Vous avez abordé le sujet de la jeunesse, pourquoi la jeunesse se détourne de l'affaire politique. Vous avez posé cette question-là. Mais en fait, ces deux questions-là, c'est exactement la même question. Pourquoi? Parce que le détournement des jeunes vis-à-vis de la vie actuelle, c'est la différence entre être et avoir. Et le code commun qu'on peut tous avoir, en fait, c'est notre moi profond, notre amour vis-à-vis de l'autre. Donc si on veut communiquer entre les jeunes, entre les vieux, entre les inter-jeunes vieux, eh bien ce code, c'est tout simplement ce code d'amour. Et ensuite, ce code d'amour et d'énergie porte des valeurs. Nous sommes des humanistes, nous sommes des progressistes. Donc pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer, oui, je suis d'accord, il faut aller vers les jeunes avec ce langage, avec ce code. Et je discute pas mal avec des jeunes dans mon canton, et ils ont tous envie de s'engager sur quelque chose. Mais nous, les vieux, nous, les politiciens ou politiciens, on ne sait pas parler de cette façon-là. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, qui est très important, c'est qu'en fait, on a un problème d'immédiateté. Et cette immédiateté, elle existe aussi bien chez les jeunes que chez les vieux, sauf que les objectifs ne sont pas les mêmes. Il y en a un, c'est d'avoir une satisfaction immédiate, d'autres, c'est d'avoir un profit immédiat. Donc c'est normal que les jeunes s'écartent de nos chemins. Voilà. Donc ce n'est pas des questions que je veux poser, c'est simplement faire le lien et vous proposer donc un cheminement vers ce type de raisonnement. Sapiens a réussi depuis 45 000 années à conquérir la Terre, et là on s'aperçoit que finalement, Sapiens va disparaître. Et oui, avec des environnements qui sont extrêmement difficiles, très agressifs, anxiogènes, et Sapiens va disparaître pour un autre homo. Un autre homo sapiens, un autre sapiens, je ne sais pas encore ce nom-là. Voilà. Je vous laisse la parole, merci. Très rapidement. Merci Hugo. Stéphane de la Sarthe, j'ai écouté attentivement vos différentes interventions. Ce que je ressens, c'est oui, il y a un besoin d'engagement des jeunes, engagement, j'allais dire individuel, voire, je le mets entre guillemets, individualiste. Alors, il ne faut pas se méprendre avec ce que je veux dire, c'est que, comme vous l'avez dit, on sent au travers d'un engagement, c'est d'apporter une réponse à un besoin que j'ai envie qu'on résolve par les partis ou par d'autres. Donc l'enjeu et la question, c'est comment on concilie cet engagement avec l'action collective. Comment on passe d'une action individuelle ou individualiste au départ à une action collective. Comment on passe des réseaux sociaux à amener les jeunes dans les manifs, quoi. Où là, il y a de la camaraderie, etc., qui n'existe pas complètement dans les réseaux, quoi. C'est dilué. Merci. Peut-être quelqu'un va intervenir par rapport à ça.
Je pense qu'il y a plusieurs moyens de passer des réseaux sociaux aux manifs. Je pense qu'il y a eu un bon exemple récemment, c'était la manif pour Adama Traoré de juin dernier, où il y avait beaucoup de jeunes qui étaient dans la rue, qui n'étaient pas des jeunes qu'on voit habituellement en manif, quand on va souvent en manif. Et du coup, c'était assez étonnant, et je pense que ça a été permis grâce au fait, parce que aussi il y a des personnalités reconnues, des jeunes qui ont partagé cette manifestation sur les réseaux sociaux, donc Camélia Jordana, d'autres personnalités publiques qui ont invité à venir à cette manifestation. Et donc je trouvais que c'était assez intéressant de voir que ça avait fonctionné et que dans cette manif, en fait, on retrouvait des jeunes des quartiers populaires, quoi, qu'on voit pas du tout en manif habituellement, et c'était assez surprenant. C'était la sortie du confinement, c'était la sortie aussi d'un long moment où on avait été enfermés et où les jeunes s'étaient, je pense, peut-être politisés ou intéressés à certaines thématiques sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pas de réponse clé en main, parce que je pense qu'il y en a pas. C'est compliqué de faire sortir les jeunes dans la rue aujourd'hui. Après, c'est aussi multiplier les relais de parole auprès des jeunes. Donc il y a les réseaux sociaux, mais il y a les facs, être présent dans les facs, avoir une table, tenir une table, organiser des petits déjeuners, organiser des ciné-débats, aller parler avec les jeunes. Il y a plein de types d'endroits, je pense, où on peut s'implanter, et en fait, il faut passer par tous les canaux possibles, quoi, le maximum, et inviter, et être sympa, et créer des espaces de bienveillance, c'est-à-dire des espaces où les femmes, les personnes LGBTQIA+, peuvent se sentir aussi à l'aise, donc que les personnes soient formées aussi à ces questions-là, c'est-à-dire à la lutte, prévention et lutte contre les discriminations et contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Ça, pour moi, c'est essentiel dans un parti, que ce soit un espace qu'on dit safe, bienveillant. Voilà, donc c'est des deux côtés que je pense amener ça. Et une dernière question. Moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, où tu disais que les jeunes s'engageaient pas politiquement ou de manière massive dans les syndicats, etc. Enfin, en tout cas en France, avec quelques mémoires de mes années étudiantes, on peut aussi se souvenir d'un certain nombre de mouvements, je dirais, sociaux, où on peut ne pas être adhérent à un syndicat ou un parti, mais pour autant, on est un pays où les jeunes se mobilisent lorsqu'il y a des questions sociétales, sociales qui se posent. Je pense sur les retraites, je pense à l'extrême droite au second tour en 2002, la guerre en Irak, le CPE. Bref, on n'est pas obligé d'être adhérent à un syndicat ou à une organisation, je dirais, organisée pour être engagé. Être engagé en politique, c'est aussi s'engager dans la vie des cités, les clubs de sport, l'éducation populaire. Donc du coup, finalement, on est un peu dépassé. Enfin, est-ce qu'on n'est pas un peu dépassé, ou est-ce qu'on n'est pas un peu aussi enfermé dans un schéma de militantisme où les uns et les autres, on a un parcours assez, je dirais, militant politique dans les partis, mais quand on milite, quand on apprend à faire du porte-à-porte, ou quand on va écouter sur le terrain, quand on fait une campagne, on sort et on écoute aussi, je dirais, ce que pensent les jeunes et ce qu'ils ont à dire. Je pense qu'il faut aussi leur donner, voilà, c'est une question aussi, est-ce qu'on n'est pas en mesure, est-ce qu'on ne doit pas être en mesure de créer des espaces de débat, de dialogue autrement, différents, je dirais un peu de partout, y compris dans les classes populaires, dans les quartiers populaires, là où on est en responsabilité, et comment on peut adapter, en fait, s'adapter aux attentes, en fait, finalement, plutôt que de transposer et décliner les schémas auxquels on a toujours été habitué. Complètement, je partage complètement ce que tu viens de dire. Par ailleurs, tu parlais du CPE à l'instant. Si on parle de mobilisation de jeunes sur des questions de jeunes, en fait, parlons par exemple de la sélection à l'université. Dans le temps, quand on avait des organisations fortes, les jeunes s'engageaient, ils venaient tout seuls, ils n'avaient pas besoin d'être adhérents à l'UNEF pour venir en manifestation. Ça n'a jamais été le cas, et aujourd'hui encore, c'est pas le cas. La différence, c'est qu'avant, on gagnait. Là, la sélection, elle est passée parce que nos organisations, aujourd'hui, elles sont affaiblies. Et en fait, voilà, la question, c'est il n'y a plus de lanceurs d'alerte d'une part, mais il n'y a plus de débouchés politiques à l'action en fait. Et voilà, enfin la question c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces gens qui se mobilisent derrière, ils puissent gagner en fait. C'est notre rôle à nous de le trouver. Et effectivement, tu parlais à l'instant, c'est important, je crois qu'on soit, en fait, on trouve le débouché politique, ça doit être nos organisations, ça doit être à nous de le créer, ça doit être à nous des espaces d'échange, des espaces de formation, des espaces où ils vont apprendre justement à les convaincre les autres,
aller faire des interventions en amphithéâtre pour justement convaincre leurs camarades d'aller manifester derrière. Et aujourd'hui, on a échoué en fait, et la sélection elle est passée cette fois. Ça faisait 50 ans qu'ils essayaient de la faire passer. Et en tant que militant de l'UNEF, on sait ce que c'est. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qui doit nous faire réfléchir. L'éducation populaire, elle doit être, elle doit revenir au cœur de notre engagement, parce que je crois qu'on a vraiment manqué là ces 10-15 dernières années. Alors, je vais juste intervenir très rapidement. Alors, en fait, dans ce qui a été dit, à travers la manifestation pour Adama Traoré, sur toutes les jeunes, tous les jeunes qui s'investissent ou qui s'engagent, ou même simplement qui vont manifester, ce sont des jeunes qui se mobilisent sur un sujet précis. Par exemple, la manifestation pour Adama Traoré, c'est un sujet très précis. Et c'est un sujet auquel ils se sentent concernés. Quand les jeunes se sentent concernés, ils y vont. Et c'est un fait. Par contre, la question, c'est comment faire en sorte qu'ils se sentent concernés. Et comment cibler les attentes et cibler les questions qui sont pour eux des questions prioritaires, eux qui sont souvent, pour les jeunes qui ne votent pas, des jeunes de quartiers prioritaires. Dans la plupart des quartiers, chez les jeunes, on va poser la question, on peut aller maintenant, on va poser la question aux jeunes, c'est quoi la précarité? Ils vont nous dire, c'est ça, c'est quand on ne peut pas faire ci, faire ça. Okay. Est-ce que toi, tu as l'impression d'être dans la précarité? La plupart, ils vont nous dire, non. Non. Pourquoi? Parce que pour eux, étant donné qu'ils sont dans un système où c'est leur vie de tous les jours de ne pas pouvoir avoir des transports près de chez eux pour aller chercher du travail plus loin, où c'est leur vie de tous les jours d'être dans une famille où c'est compliqué que les parents honorent les factures, c'est leur vie de tous les jours ça. Donc ils ne sont pas dans une vie de précarité, ils ne peuvent pas de toute façon accepter qu'ils sont eux-mêmes dans la précarité. Et je pense que ça commence de là. Je pense qu'on peut mobiliser les gens. Alors je parle de précarité, mais il y a plein d'autres sujets. On mobilise les gens et on mobilise surtout les jeunes quand on leur parle d'eux. Si on leur dit qu'il y a une manifestation sur le manque de solidarité ou la précarité dans le monde, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que c'est pas leur problème, parce qu'ils ont l'impression que ça n'est pas leur problème, parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils vivent, c'est la vie normale. Voilà. Et je pense que pour qu'on puisse atteindre ce public-là et qu'il puisse lui-même faire partie et prendre leur part dans la politique, il faut qu'ils se sentent concernés. Et du coup, on en revient encore une fois à l'éducation populaire. Voilà. Juste une remarque très très rapide. Quand on parle des jeunes, et c'est souvent le cas, alors c'est génial absolument ce débat, toutes ces interventions, mais j'ai l'impression qu'on oublie une part importante de la jeunesse. On parle des jeunes effectivement dans les facs, qui étudient dans les grandes villes, etc. La majorité de la jeunesse, c'est quand même les jeunes travailleurs. Une grande partie de la jeunesse travaille, notamment dans les quartiers, dans les zones rurales en fait. Moi je viens de Seine-et-Marne, et moi tous les gens que je côtoie, tous les gens avec qui j'étais au lycée, pas à la fac, je suis un ovni pour eux. Ils travaillent. Et ils sont extrêmement précaires. Et il ne faut pas oublier que les deux premiers partis pour cette jeunesse, c'est l'abstention et c'est le Rassemblement national. Et donc, c'est une remarque, ça n'attend pas de réponse parce que c'est un large dossier, il faudrait en débattre pendant des heures et des heures, établir un vrai programme. Mais c'est comment parler à cette jeunesse qu'on oublie trop souvent et qui est majoritaire, qui est la jeunesse rurale, qui est la jeunesse qui travaille, et comment justement les amener à la mobilisation, parce qu'ils sont très peu mobilisés, ils se mobilisent parfois localement, mais bon, quand j'en parle de la politique, etc., ils prennent pour un ovni, ils n'ont pas le temps de se mobiliser, ils n'ont pas le temps. Donc comment les mobiliser, et comment les politiser, et comment faire en sorte qu'ils se politisent, qu'ils s'intéressent à la politique, et qu'il y ait d'autres moyens in fine que l'abstention ou le Rassemblement national. Merci beaucoup. Malheureusement, on va être... Juste une intervention. Alors, très très rapidement, alors. Je passe le micro.
fait d'accord avec Gurlan, on est tous les deux originaires du 77 dans la partie très rurale, on est aussi d'origine ouvrière, etc. On n'a pas du tout, moi quand j'ai adhéré au PS il y a 15 ans, il y avait pas, moi j'ai pas du tout de culture politique. Et pourtant, malgré tout, je me suis engagée en politique parce que tout simplement, j'aspire à œuvrer aussi un peu pour les autres et pas agir simplement en égoïste, etc. Et dans la jeunesse, en tout cas moi c'est ce que je vois dans ma petite ville seine-et-marnaise, il y en a beaucoup qui sont impliqués, beaucoup dans des associations, notamment le foot, etc., qui œuvrent pour les autres. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas du tout politisés. Et dès qu'on parle politique, ça y est, ils se braquent tout de suite un cran derrière, etc., ils se ferment. Et ça, c'est un vrai problème et un vrai barrage. Parce que tout le discours, etc., puis même dans leur famille, ils ont vécu souvent une désindustrialisation, du chômage, etc. Et donc le politique n'a pas su répondre à ces questions-là. Et du coup, automatiquement, le politique, c'est mauvais. Et donc, tant qu'on n'aura pas résolu ça, et puis je trouve pas que la jeunesse, quand même, elle soit très, très engagée. C'est vrai, hein. Un petit mai 68, etc. Elle est très... elle respecte bien tous les codes, etc. Alors que des grandes avancées, c'est quand même en franchissant ces codes-là. Merci pour ce mot de la fin. On va être obligé d'arrêter le débat là, et je pense qu'on peut aussi applaudir nos intervenants et intervenantes. C'est des sujets très complexes, et je pense que c'est une pensée en action. Et si jamais vous voulez continuer à débattre et à écouter, il y a le premier déconfinement, le débat, qui est dans la deuxième salle, et je vous engage justement à y aller, mais par contre de manière très silencieuse, parce que ça a déjà commencé.